Madame Bovary, elle est coupable parce que... Et la société est coupable parce qu'en fait, on l'a instruite. En fait, elle est allée chez les religieuses, on l'a instruite au-dessus de sa condition, en réalité. Et le fait qu'elle ait pu accéder à des romans, eh ben, ça la rend une femme adultère. L'année du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, qui était quand même pas tout à fait n'importe qui. Ah oui, on peut. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici, dans la salle Boris Vian. En préparant ce festival, on s'est dit que c'était quand même une année importante, l'année 2021, puisque c'était l'année du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, qui est un écrivain assez connu et intéressant, et qui ça serait bien de lui faire une petite place dans la programmation du festival. Que j'ai quand même sorti de l'oubli, Flaubert. Bien sûr, mais c'est voilà. Parce que, donc là-dessus, on a essayé d'inviter Flaubert qui n'était pas disponible, et en revanche, j'ai réussi à trouver un écrivain qui est quand même assez fou et assez génial pour se prendre pour Flaubert dans un livre, sans jamais être ridicule, ce qui n'est pas simple. Et cet écrivain, c'est celui qui se trouve ici, qui s'appelle Régis Geoffrey. Bonjour Régis Geoffrey. Bonjour. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie, Grégoire. Comment vous allez dans cette époque un peu absurde là C'est très difficile. Non, très difficile. La dernière fois qu'on s'est vu, il n'y avait pas de pandémie, ça n'existait pas. On parlait d'un livre magnifique que vous aviez écrit sur votre père, qui est un livre très autobiographique. Puis là, je vous retrouve 2 ans plus tard. Le monde a changé, tout a changé, la fin du monde a presque eu lieu. Et en plus, oui, on est en 21, je crois que c'était il y a 1 an. Pardon, c'était début 2020, tout début 2020. C'était avant la pandémie. C'était en janvier 2020. C'était juste avant le début. Moi, la pandémie, comme j'ai l'habitude de dire, je ne fais pas partie des personnes les plus à plaindre dans cette histoire. Je pense que les plus à plaindre dans notre société, c'est quand même les jeunes qui en ont quand même bien pris. Et ça, je pense qu'on s'en apercevra malheureusement dans les temps qui viennent, dans les années qui viennent. Après, il y a tous les gens qui vivaient dans des appartements ou dans des lieux très réduits, puis il y a tous les autres pays du monde. Et là, on va avoir, tiens, ça me vient à l'esprit, une solidarité obligatoire qui va pas être très forcément humaniste. C'est que si on laisse le virus prospérer dans des pays pauvres, eh ben on va le retrouver puisqu'il va continuer à muter. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut en dire parce qu'on est à l'intérieur de cette période, donc on ne sait pas trop quoi en dire au sens où on ne sait pas si on a une vision exagérée des choses ou le contraire. Parce qu'on dit le monde d'après, c'est pas parce qu'on le dit qu'il va arriver. Et franchement, je n'ai aucune vision là-dessus. C'est-à-dire, moi, je dis que, en ce qui me concerne, je fais partie des privilégiés, donc j'ai pas à raconter ma vie. Mais bon, il y a des gens qui ont beaucoup souffert. Je pense que les jeunes qui étaient les plus démunis ont énormément souffert et que c'est eux dont on n'a pas parlé finalement. Moi, ce qui me choque beaucoup, il m'arrive comme à tout le monde de regarder les chaînes d'information, alors d'essayer d'arrêter parce que ça tourne et puis on regarderait ça à l'infini. Ce qui me choque énormément, c'est qu'on ne voit pas de jeunes dans tous ces commentateurs de l'actualité qui disent un peu n'importe quoi d'ailleurs, mais c'est leur travail. Et ce qui est quand même, bizarre, c'est qu'il n'y a pas de jeunes gens. Parce que je ne dis pas de virer les personnes âgées et de mettre des jeunes, mais je veux dire, pourquoi
Il n'y a jamais des... Je ne fais pas la démagogie d'il faut mettre des gosses de 10 ans qui ne savent pas bien parler, non, mais des jeunes de 20, 25 ans, 30 ans, ou je ne sais quoi, qui savent parler. Voilà, je ne dis pas de... Et il n'y en a pas. Et ça, c'est quand même très, très curieux, parce Ils que... ont le droit ça... de dire n'importe quoi aussi, d'ailleurs. Oui, mais bien sûr, mais pas en tant que jeune, en tant que personne humaine, parce que ça oriente les choses de façon très différente. C'est pour ça que, bon, je termine, mais tous les journalistes, c'est assez frappant de voir qu'ils ne savent pas que le monde existe. C'est-à-dire que, par exemple, quand ils parlent de confinement, par exemple, à 21h, avec les restaurants fermés, ils disent c'est curieux, il y a un sondage qui dit quand même que 60% des Français sont pour le confinement. Mais ils ne se rendent pas compte que la plupart des Français, à 9h, ils vont se coucher parce qu'ils travaillent le lendemain. Ils ne se rendent pas compte que la plupart des Français ne vont pas au restaurant et pas le soir. Ils se sont jamais promenés en France, ils n'ont jamais vu les maisons fermées. C'est-à-dire qu'ils croient que tout le monde vit à Paris et fréquente les restaurants tous les jours, les théâtres, etc. On a une nouveauté, c'est que que les gens qui parlent fassent partie des classes supérieures, plus favorisées, je dirais, plus favorisées, ça a toujours été le cas. Mais là, depuis l'élection de Macron, on est avec des gens qui ne savent même pas qu'il en existe d'autres. Et ça, c'est assez frappant. Et là, ça m'a frappé aussi. Voilà. Bien, donc en fait, je vous retrouve absolument en pleine forme. Rien ne s'est passé de grave depuis 1 an et demi. Vous êtes exactement le même, toujours le même. C'est très chouette de vous revoir comme ça. Alors, Régis Geoffrey, vous êtes l'auteur de trop nombreux romans et récits pour que je les cite tous, mais il y a quand même Univers, Microfiction 2018 aussi, qui sont des chefs-d'œuvre. Mais il y a aussi La balade de Rikers Island, et puis celui que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelait Papa, qui est un livre vraiment bouleversant que vous aviez publié début 2020. Et à chaque fois, dans tous ces livres différents, courts, longs, autobiographiques ou pas du tout, il y a toujours un peu des ingrédients communs qui sont un imaginaire grinçant, une liberté narrative assez déconcertante et très souple, et puis un style quand même souvent assez incisif. Tout ça avec beaucoup d'émotion. Et alors, c'est encore le cas avec ce livre très étonnant, là, pour le coup, qui ne ressemble pas à grand-chose de connu, me semble-t-il, que vous consacrez à Gustave Flaubert. Le dernier bain de Gustave Flaubert, qui est sorti au Seuil en mars, je crois. Alors, on va revenir sur sa construction qui est un peu audacieuse, mais d'abord, je vais vous poser une question très bête. Vous allez voir, je vais faire le journaliste de base. Je vais vous demander d'où vous est venue l'idée de consacrer un livre à cet écrivain-là. J'imagine qu'il y a évidemment de votre part beaucoup d'opportunisme éditorial, puisque vous saviez que ça allait être l'année du bicentenaire, mais il y a peut-être d'autres raisons. J'assumerais volontiers l'opportunisme éditorial, ça m'amuserait beaucoup. Mais non. Les éditeurs, vous savez, ils me demandent jamais d'écrire sur des sujets. Ils sont pas très rassurés à aller me demander les noms. Ils m'ont jamais rien demandé. Non, alors très honnêtement, j'assumerai franchement le cynisme sans problème. Il se trouve que non. Il se trouve que j'ai eu l'idée de faire ce livre sur Flaubert. C'était parce que j'avais envie d'écrire sur un écrivain. C'est le seul écrivain dont je connaissais assez la vie parce que j'étais lecteur de sa correspondance depuis l'âge de 18 ans. Donc c'était le seul écrivain dont je connaisse en détail la vie. En revanche, quand j'ai voulu écrire le livre, je suis allé à Rouen sur les traces de Flaubert, où malheureusement il y en a peu. Et c'est là on m'a dit, est-ce que vous viendrez en 2021 pour le bicentenaire de sa naissance? Alors là, je me suis dit, évidemment, je vais le sortir pendant cette année-là. Voilà. Mais franchement, je voudrais bien l'assumer. Hein. Mais il y a le bicentenaire ou le centenaire de Proust l'année prochaine. Je pourrais... Là, alors là, j'assumerais, je dirais. Non, là, franchement, je voudrais bien. Ce qui n'aurait rien, d'ailleurs, d'extraordinaire de l'avoir fait exprès pour le bicentenaire. D'accord. Bon, vous connaissiez bien la correspondance de Flaubert, mais vous vous êtes pas contenté de votre lecture d'amateur de cette correspondance.
pour écrire ce livre, vous brassez une érudition qui est importante quand même. Ça fait longtemps que vous travaillez dessus, enfin, ce projet, si on pouvait le dater, ça serait oui, quoi, je travaille depuis 3 ou 4 ans, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai écrit Papa, j'étais sur le projet depuis 2 ans, quoi. Le livre, je l'ai écrit parce que là, j'ai vu mon père arrêté par la Gestapo à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Mais j'étais déjà sur Flaubert. Une érudition, écoutez, oui, parce que j'ai acquis une petite érudition en travaillant autour de Flaubert, et notamment les livres qui ont pu être écrits autour de lui. Quand j'avais un problème d'érudition, j'envoyais un email à Yvan Leclerc, qui est celui qui s'occupe de l'édition de la Pléiade des derniers tomes de la correspondance. Donc j'avais coutume de me dire, si Yvan Leclerc ne le sait pas, je ne peux pas, moi, le savoir. Non, je dis ça parce qu'il y a des gens qui sont... il a passé 50 ans sur la vie de Flaubert, donc quand j'entends érudition, je pense à lui. Bien. Et l'idée qui donne son titre au livre, là, qui est de partir de sa mort dans son bain le 8 mai 1880, à 58 ans quand même, il n'était pas très âgé, cet homme. Pourquoi vous avez tenu à repartir du moment de sa mort, et pour dire quoi, et qu'est-ce que ça a comme impact justement sur la construction du livre? En réalité, je crois que justement l'idée du livre, c'était le dernier bain. C'était le fait qu'il prenait tous les jours un bain à 10h15 du matin, enfin je ne sais pas, après s'être levé à 10h, et un bain extrêmement long, et qu'il est mort justement juste après. Et c'était la mort de Flaubert au départ, beaucoup plus que le reste de sa vie, alors que là je parle de sa naissance et de tout le reste, parce que Flaubert était obsédé par la mort. Et puis il a toujours été, depuis l'âge de 13, 14, 15 ans, je ne sais plus, dans cette espèce d'attitude un peu post-romantisme avec ses amis ou avec n'importe qui. C'est-à-dire quand ils ont 15 ans, on dirait qu'ils en ont 80, quoi. Et même après, quand les lettres à Louis Collet, on est quand même assez affolé quand on réfléchit. Là, j'y pense maintenant qu'il avait 25 ans dans les premières lettres, et c'est des lettres de vieillard. C'est des lettres de vieillard, elle a 10 ans de plus que lui, 11 ans. Mais c'est lui le vieux, quoi. Déjà, il lui donne des conseils, il lui demande. Et puis sur la vie et sur l'amour, c'est le vieillard qui a été très touché par la mort. Alors il le met très en avant, par exemple, quand il dit qu'en fait, il aurait dû mourir et qu'il y avait sa place dans le caveau. Parce que, alors c'est vrai que ses parents ont eu 6 enfants et qu'il y en a 3 qui ont vécu jusqu'à l'âge adulte, mais ça n'avait rien d'exceptionnel. C'était pas quelque chose d'exceptionnel. Donc après, il a été frappé par la mort très jeune, enfin jeune, disons, par la mort de son père, la mort de sa sœur, et puis par la mort d'Alfred Le Poitevin, qui est mort à 32 ans, et qui était un des piliers de sa vie. Il a dit que les 2 hommes qu'il avait le plus aimés dans sa vie, c'était son père et Alfred Le Poitevin, qu'il a perdu à peu de temps de distance. Il a perdu sa sœur, qui était aussi... Donc, il a été très frappé par la mort. Mais surtout, ce qui est frappant chez lui, par rapport à la mort, c'est de dire, on regrettera pas la vie, quoi. C'est-à-dire, il dit, par exemple, qu'il risque pas regretter sa jeunesse, on regrette pas le temps passé. Voilà. C'est presque une affectation chez lui. Moi, il m'a semblé que c'était quand même une affectation, parce que à ce degré de pessimisme, il aurait dû... se suicider, ou du moins y penser. Or, quand on voit sa correspondance, il n'y a pas grand-chose qui a un rapport avec l'idée du suicide. Mais alors, c'était quoi? C'était un grand mélancolique, mais un grand dépressif, c'est un peu une mise en scène aussi. Ouais. C'est un peu une mise en scène de soi. Je pense qu'il y a du vrai. On part toujours sur des choses qui sont tout à fait réelles. Mais je pense que ça va jusqu'à une sorte d'affectation, c'est beaucoup dire, mais en même temps, je pense qu'on n'est pas le même quand on écrit et quand on est dans la vie et qu'on parle. Or, on parle de lui surtout d'après sa correspondance, et surtout d'après sa correspondance à Louis Collet, parce que finalement, c'est la plus complète, c'est la seule qui soit intégrale.
parce que toutes les autres sont soit presque inexistantes, soit complètement amputées. Donc on a tendance à parler de cette période de Louis Collet, où il y avait un certain repli. Après, il allait écrire... après, il est parti 15 mois en Orient, hein, c'était pas quand même le repli chez lui. Après, il y a eu cette écriture assez longue de Madame Bovary. C'est la période où, à la limite, il allait été le plus reclus. Mais... pas vraiment. Mais après, il a pris un appartement à Paris, il passait la moitié de l'année à Paris, et je pense qu'il était beaucoup plus gai et beaucoup plus enjoué et beaucoup plus heureux de vivre que l'image que nous en avons. Oui, parce que c'est aussi un ogre qui avait de l'appétit pour la vie. Oui, il y a eu les voyages, il y a eu ces histoires d'amour qui étaient vécues d'une manière un peu sublimée aussi, sans doute. Enfin là, il y a des super pages dans votre livre sur sa relation avec Louis Collet, justement. Vous racontez bien qu'ils se sont finalement assez peu connus, que vous avez des pages même assez dures pour elle, en disant que c'était une séductrice qui avait très peu de talent littéraire. Enfin, comment vous expliquez du coup l'espèce de fascination qu'il a eu pour elle? Le peu de talent littéraire, c'est moi qui lui en prête peu, mais objectivement, on oui, peut mais aller c'est vous qui avez écrit le livre. Donc on peut aller voir. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est pas. Je recommande aux gens d'aller voir ces textes. Ils sont disponibles sur Internet. Moi, je les trouve assez... je trouve qu'elle n'a pas beaucoup de talent de prosatrice et de poète non plus. Mais ça, on peut s'en faire une idée soi-même. Non, moi, je critique pas trop Louise Collet. C'est vrai qu'elle a été séductrice. Elle a été une grande dame de cette époque, au sens où elle a tenu un salon littéraire où tout Paris littéraire se précipitait. Moi, j'ai plutôt, au contraire, une grande admiration parce que finalement, elle était d'Aix-en-Provence. À l'époque, c'était une province reculée et elle a eu cette force. Alors que rien ne l'a prédisposée à ça. Sa famille était ruinée parce que le père était mort. De vouloir exister par elle-même, de vouloir faire une carrière de femme de lettres, de poète. Je trouve qu'il y a une force terrible pour être arrivé à ça. Et à l'époque, c'est extrêmement triste à dire, mais c'était très difficile pour une femme de faire carrière sans les hommes. Donc c'était une femme très belle, qui a séduit, qui a aimé. Et disons que quand on la met face à Flaubert, c'est vrai que c'est un peu... Ce sont deux personnages extrêmement opposés parce que, si vous voulez, la correspondance de Flaubert avec Louis Collet, il passe son temps à une seule chose, c'est à essayer de ne pas la voir. C'est son obsession, c'est qu'ils ne se rencontrent pas. Voilà, c'est de lui dire tout son amour, mais de lui dire, voilà, on peut pas se voir. Alors, tous les motifs sont bons. Je peux pas parce que ma mère, en gros, elle hurle toute la journée, donc je peux pas la laisser une après-midi. Il y a toujours une bonne raison. Il dit des phrases, les serments d'amour du genre je t'aimerai encore quand j'en aimerai une autre, ce qui ne fait pas très plaisir aux femmes ou aux hommes en principe. Ou alors il dit quelque chose d'extraordinaire au début de leur relation. Deux personnes qui s'aiment peuvent ne pas se voir pendant 10 ans et ne pas en souffrir. Et c'est un peu son projet, voilà. Mais vous savez que dans le dictionnaire, un des dictionnaires Flaubert, la personne a compté le nombre de fois où ils se sont rencontrés. C'est lamentable, quoi. Oui, c'est quelques dizaines de fois. Enfin, oui, c'est très, très, très peu. Ouais. Je ne sais plus combien j'avais calculé. Mes parents, si vous voulez, ils se voyaient en moyenne, ils se voyaient, ça fait une fois tous les 3 ou 4 mois, quoi. Voilà. Et ils n'étaient pas très loin parce qu'ils étaient Rouen-Paris, il y avait déjà le train. Voilà, donc c'est les amours de Flaubert, c'est-à-dire qu'en fait, il ne veut pas être embêté. Par contre, vous avez un très beau texte de Louis Collet dans ses Mémentos où elle raconte sa visite à Croisset chez Flaubert. Et là, vous avez une idée de ce qu'est Flaubert quand même, en tant qu'homme qui ne veut pas d'emmerdement, qui ne veut pas d'ennui, etc. Et qui repousse cette femme de son domicile. Je crois que j'ai été assez objectif par rapport à son histoire à Louis Collet, mais on en parle toujours parce qu'on n'a rien d'autre sur les autres histoires. Par exemple, sur Juliette Herbert, qui était l'institutrice privée, donc on dit la gouvernante de sa nièce, il y a tout un fantasme là-dessus, mais on a 0 document. On n'a même pas une lettre entre eux. On n'a même pas une lettre de la nièce parlant d'eux. Donc on n'a rien. Mais là, c'est la seule, elle a tout gardé.
Elle a tout gardé, donc on a sa correspondance. Mais on n'a pas... Et c'est là peut-être où c'est très injuste, c'est que peut-être qu'elle est un grand écrivain au niveau de la correspondance, parce que toutes les lettres à Flaubert, il les a brûlées. Donc les lettres de réponse de Louise, on ne les a pas. Donc c'est peut-être très injuste de trouver tout ce génie à Flaubert dans la correspondance à Louise, et Louise n'a pas de voix, on n'a pas ces lettres. Et est-ce que pour combler certains de ces silences de la documentation, vous êtes allé vraiment du côté de la fiction? Il y a je ne sais pas, par exemple, vous évoquez une forme d'homosexualité de Flaubert, notamment dans sa relation avec Alfred Le Poitvin. Vous dites qu'ils ont découvert la volupté ensemble, etc. Et est-ce que ça s'est attesté, ou est-ce que c'est une hypothèse de votre part sur la base du chagrin qu'a éprouvé Flaubert après la disparition de son ami et de l'amitié très forte qu'il avait pour lui? Il y a 2 points en fait. Ouais. Le premier point, oui, le roman est en grande partie imaginaire, c'est-à-dire que j'ai imaginé partout où on n'avait pas de documents, donc ça c'est un conte. Il y a très peu de citations de Flaubert d'ailleurs, je crois qu'il doit y en avoir 5 ou 6. D'ailleurs il le dit quand c'est de lui, il dit pour une fois je me cite. Mais mis à part ça, ça c'est les relations homosexuelles de Flaubert, c'est très polémique. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien dire que oui que non. Mais malgré tout, quand même, il y a beaucoup d'arguments pour aller dire. Il y a quand même beaucoup d'arguments. Par exemple, dans les lettres de Ducamp qui nous restent, il dit « Je te prends dans mes bras, je te couvre de baisers, je n'en finis plus. Tu vas retrouver ta sœur, ta mère et ton père qui t'adorent, mais qui ne t'aiment pas autant que moi je t'aime. » Au milieu d'une lettre, on voit « je t'embrasse les couilles », enfin ce genre de choses qui, je sais pas, que normalement, c'est peut-être des amitiés viriles, etc. Je ne sais pas. Par exemple, les lettres de Flaubert à Alfred Le Poitvin, c'est... je ne sais pas si les enfants nous écoutent, mais il écrit donc à Alfred Le Poitvin. Ils écoutent toujours. Je mouille, j'espère que tu bandes. On peut peut-être imaginer des choses, sinon homosexuelles, du moins génitales entre eux, je ne sais pas. Mais ça, c'est très polémique. Disons qu'en tout cas, les gens qu'il a aimés, son histoire d'amour la plus forte, c'est avec Alfred Le Poitvin, qu'elle ait été sexuelle ou pas. C'est vraiment... il en est vraiment veuf quand il meurt. C'était vraiment l'amour de sa vie. Et ce qui est à remarquer, c'est qu'il est toujours dans le retrait par rapport aux femmes, c'est-à-dire qu'il veut rien leur donner, en gros. Il veut rien donner, alors qu'il est dans l'amour total par rapport à Alfred. Alfred, il donnerait sa vie. Enfin, je veux dire, il y a donc qu'il y ait eu sexualité ou pas me paraît assez secondaire. Alors, on parle toujours des choses homosexuelles qu'il aurait faites pendant son voyage en Orient. Moi, je les trouve assez peu intéressantes parce que qu'il ait eu des relations avec des hommes en Orient ou pas, ça change pas grand-chose aux choses. On voit du moins dans les voyages en Orient que par rapport aux hommes, il n'était pas très farouche, quoi. Je veux dire, il n'était pas, c'est pas un hétéro de base. Il n'était pas épouvanté par le. Mais c'était très secondaire pour moi. Mais j'ai trouvé ça quand même assez drôle de leur prêter vraiment une vie amoureuse et une vie sexuelle, parce que malgré tout, tout se passe comme si, et je pense que dans les époques passées, tout se passe comme si presque ça aurait été un aspect négatif de lui. Et l'époque ayant passé, je trouve que ça lui donne plutôt un côté sympathique, j'ai trouvé. Mais ça reste dans la polémique la plus totale. Mais je ne vais pas énumérer toutes les choses qui puissent laisser... C'est en même temps une sorte de grande liberté, parce que Flaubert, donc, qui naît en 1821, c'est pas si longtemps que ça après la Révolution, après l'Empire, mais aussi après la Révolution. Et je crois que c'est les lois de 94, 1794, je ne sais quoi, qui enlèvent tout ce qui est délit sexuel.
Donc il y avait une grande liberté, et que c'était un grand lecteur de Sade, très jeune, et en fait, il n'était pas dans les trucs de sadisme, etc., mais il y avait ce côté débauche, comme on aurait dit à l'époque. Et chez Sade, on ne fait pas la différence entre les hommes et les femmes. Et à l'époque, la notion d'homosexualité n'existait pas. C'est-à-dire que le fait de faire quelque chose avec un homme ne vous qualifiait pas comme personne. La notion d'homosexualité est née à la fin du 19e siècle, vers les années 70, par là. Mais à l'époque, il n'y avait pas de mot. C'est-à-dire que la chose que vous faisiez pouvait être condamnée, mais l'homosexualité elle-même, il n'y a pas cette notion. Par exemple, Sade a été condamné pour sodomie active et passive. Il n'y avait pas cette notion d'homosexualité. Et une sodomie avec une femme ou avec un homme, c'était la même chose. Voilà, si je m'exprimais. Donc je pense qu'à cette époque de ce siècle, il y avait une très grande liberté. C'est ce que je suppose. Et je suppose qu'après, on a eu une sorte de rigorisme qui nous est venu d'Angleterre, et toute l'époque a été différente. Mais disons qu'avant 1850, il m'a semblé que dans certains milieux, et pour les hommes, pas pour les femmes, il y avait cette sorte de liberté. Donc on ne peut pas dire qu'il était... On entend parfois il était bisexuel, mais non, la notion n'existait pas, c'est complètement anachronique. Voilà. Bien, alors venons-en un peu à la construction, parce qu'elle est originale, encore une fois. Le livre est en 3 parties. La première partie, c'est là que je vous trouve le plus fou et aussi le plus grand. C'est Flaubert qui parle à la première personne. Donc sur 175 pages, c'est Flaubert qui nous raconte sa vie. Et vous allez nous expliquer comment on fait pour écrire à la place de Flaubert. D'une certaine manière, vous jouez à être Flaubert. C'est comme si vous... Voilà. La deuxième partie, la première partie s'appelle Je, J-E. Vous n'êtes pas cassé la tête pour les des parties. J-E, deuxième partie. Non, j'ai cherché. Deuxième partie, Il. On passe à un récit à la troisième personne qui là se concentre beaucoup plus sur l'agonie de Flaubert, avec notamment des personnages qui reviennent le voir, et en particulier une certaine Emma Bovary qui lui demande des comptes parce qu'elle trouve qu'il l'a un peu maltraité. Et puis enfin, il y a une troisième partie qui n'est pas complètement une troisième partie, mais en réalité, qui s'appelle Chutier, qui est imprimé en caractère à peu près illisible. Et on y reviendra peut-être après, on essaiera de comprendre pourquoi c'est imprimé comme ça. Mais alors, la première partie, donc c'est Flaubert qui parle à la première personne, c'est quand même ce qu'il y a de plus casse-gueule, parce que Flaubert est de manière assez unanimement considéré comme un assez bon styliste. Et donc là, vous, ce que vous faites, c'est que vous écrivez à sa place, mais vous n'écrivez pas du tout comme lui. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes posé la question de savoir quel style adopter, ou est-ce qu'il était clair que Flaubert pouvait parler comme Régis Geoffrey ? Parce que c'est ce qu'on lit, en fait. Je suis assez prime-sautier et pas tellement dans la réflexion quand j'écris. D'ailleurs, je trouve que réfléchir a toujours été le contraire d'écrire. Enfin, c'est mon opinion. Hein, mais non, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire le livre en même temps que je me documentais, etc., etc. Donc il y a des grands passages. Et après, quand j'ai voulu écrire le livre de façon plus cohérente, disons, je me suis aperçu qu'il y en avait qui étaient en parlant « il » et d'autres où ils disaient « je ». Donc j'ai gardé les deux solutions. C'était très facile, ça aurait été très facile de mettre tout en jeu ou tout en il, hein, si j'ose dire. Non, j'ai mis les deux choses. Quant à l'histoire de Flaubert, moi ça m'a pas du tout gêné de parler à sa place, parce que j'étais pas du tout dans l'idée un peu psychiatrique. Je suis la réincarnation de Flaubert. J'étais dans l'idée, je suis un acteur qui joue le rôle de Flaubert. Donc si vous allez par là, le côté prétentieux m'a échappé complètement, parce que finalement, un acteur qui joue Jésus-Christ, est-ce qu'il est si prétentieux que ça ? Donc moi, cet aspect-là m'a pas du tout... Et après, ce qui est vrai, ce qui était intéressant, en fait, quand il disait « je », c'était quand même cette histoire... on est en plein une époque c'est très profond. Ce que je vais dire, c'est pas moi, c'est la chose qui est profonde. C'est qu'on est en l'époque de l'anachronisme, c'est-à-dire qu'on juge le passé avec nos idées d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, ça a été assez naturel de le faire revenir finalement et de revoir sa vie aujourd'hui, d'une certaine façon, d'avoir un œil même pas critique, contemporain.
Et j'ai pas poussé très très loin parce que c'était pas une thèse que je voulais pousser, mais c'est en passant que je dirais ça. Et en passant, c'est assez intéressant de voir. Il y a des choses, même, comment dirais-je, ils n'avaient pas la même vie que nous, mais pour donner un exemple très simple, la nuit. La nuit, ça n'existe plus. Mais la nuit, à l'époque, on ne voyait rien. C'est-à-dire on ne voyait rien. C'est-à-dire que dès que la nuit tombait, par exemple, je raconte l'accouchement de Flaubert, moi, il n'y était pas, mais moi, oui. Et il dit que, qu'en ouvrant les yeux, il a vu la lampe à huile. Mais c'est vrai. Parce que, si vous voulez, quand vous accouchiez la nuit, vous accouchiez au mieux à la lueur d'une lampe à huile. Parce que la lampe à pétrole n'existait pas. C'est-à-dire, c'est une folie, quoi. Elle a été inventée en 1840 ou je ne sais quoi. On n'y voyait rien. C'est-à-dire que c'est très drôle d'imaginer que nous, on ne connaît pas la nuit. Déjà, ils vivaient dans la nuit. Après, il y a quand même des choses... Et j'irai pas sur le terrain des mœurs parce que c'est pas éclatant comme ce dont je vais parler. Sur le terrain social, l'enfant, la valeur de l'enfant et du corps de l'enfant. Il y a une loi qui sort en 1840 ou 41, donc Flaubert a 19-20 ans, qui stipule qu'on n'a pas le droit de faire travailler dans les usines, dans les fabriques et dans les mines des enfants de moins de 8 ans. Ça veut dire qu'avant, c'était ça. C'est-à-dire que l'enfant n'existait pas. C'est-à-dire que tous ces gens... Parce que sur le truc sexuel, on peut dire, mais c'était pas tous le cas, et puis c'était caché, ce qui était vrai. C'était pas... Mais le travail, c'était des choses visibles. Les gosses, ils travaillaient dans la boutique où vous y alliez chercher vos affaires, ils allaient porter des poids, ça se voyait. Il n'y a pas un mot de Flaubert là-dessus. Il n'y a que des mots contre la classe ouvrière, mais il n'y a pas un mot là-dessus. Ce qui veut dire que cette barbarie ne les touchait pas. Et là, on ne peut pas dire que c'était des barbares en même temps. Donc, on a vous savez, on a 2 siècles, et en fait, on a l'impression qu'il y a une vitre. Mais non, c'est quelque chose... C'est comme si vous imaginiez une vitre de 100 km. Qu'est-ce qu'on voit à travers une vitre de 100 km? Alors, il nous reste des signes. Les signes, si vous voulez, c'est comme des traces. C'est comme s'ils avaient laissé des tessons d'amphore. Et alors, ces signes, c'est la correspondance, c'est les romans. Et on croit qu'on est en prise directe avec ces gens. On croit qu'on les touche. On croit qu'ils ont le même cerveau que nous. Mais non. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui passaient dans les cerveaux de l'époque et qui ont été écrites qu'on ne lit pas parce qu'on ne les comprendrait pas. Donc, je me demande si un grand écrivain, c'est pas finalement quelqu'un qu'on arrive encore à comprendre. Voilà. Mais donc, c'était, à mon avis, extrêmement intéressant qu'ils reviennent en quelque sorte sur ses pas. Voilà. Oui, et du coup, vous le faites d'une manière très particulière. C'est que cette première personne, vous dites bien, c'est Flaubert qui est capable de nous raconter sa propre naissance, mais c'est Flaubert qui est capable aussi, au détour d'un paragraphe, de nous raconter ce qu'il y a dans sa fiche Wikipédia aujourd'hui. Donc, c'est l'âme de Flaubert qui parle et qui se balade dans le temps, comme ça. Ça vous permet justement de varier les points de vue aussi sur cette vie-là. Enfin, ça semble impossible quand je le dis comme ça. Après, quand vous le lisez, ça coule tout seul. C'est ça qui est... C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui concerne Internet, moi je tiens compte d'Internet, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'écrivains qui le font, parce que ce qu'ils font surtout, c'est qu'ils copient. Ils font des copier-coller d'Internet. C'est-à-dire que quand vous lisez des romans, mais ce n'est pas spécialement français, internationaux, vous avez de plus en plus de renseignements. C'est-à-dire si le type a un rhume de cerveau, on vous raconte qu'il a inventé, quoi. S'il passe sur un pont, on sait qu'il a construit. Donc moi j'ai pris un peu le parti pris inverse. Je me suis dit non, puisqu'on a sur Internet tout ce qu'on veut, c'est pas la peine d'en parler. Par exemple, je donne pas de résumé d'aucun des livres. Parce que vous avez des résumés de Madame Bovary de 5 pages, de 10 pages, de 100 pages, et puis même vous avez Madame Bovary pour le lire. Donc moi je tiens compte d'Internet pour ça. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple au niveau du vocabulaire, on peut parler comme on veut, parce que si la personne ne comprend pas quelques mots que ce soit,
il regarde les choses précises sur Internet. Moi, je fais l'usage inverse, c'est-à-dire je pars du principe que Internet existe. Beaucoup d'écrivains écrivent comme au 19e siècle, comme si les gens ne savaient pas que Internet existait. Voilà, donc ça, c'était l'usage que j'ai fait. Vous faites bien parler de la fiche de Wikipédia, donc je parle juste, j'ai dit, vous avez qu'à lire Wikipédia, mais je ne parle pas de cette fiche de Wikipédia dans le livre, et j'aurais dû, enfin, je vais le faire aujourd'hui, parce que vous avez une fiche Wikipédia qui est complètement, alors peut-être qu'ils l'ont changée, mais enfin, jusqu'à il y a 1 an ou 2 quand je l'avais vue, qui est complètement abracadabrante. Elle est faite d'après ce qu'a dit Sartre. Sartre qui racontait n'importe quoi sur Flaubert, et c'est resté. C'est-à-dire qu'il était détesté par ses parents, il était pris pour un idiot, il était jaloux de son frère, son père aurait voulu qu'il soit médecin. Enfin, tout ça, c'est faux. Et c'est repris parce que Sartre l'a dit. Et c'est très drôle de voir qu'on a un grand écrivain qui a raconté n'importe quoi, alors qu'on a les éléments, on a les documents pour le contredire. Voilà. Et encore, bon, lui, c'était un écrivain qui était dans son délire d'écrivain, Sartre, surtout qu'il écrivait sous amphétamine, c'est lui qui le disait. Donc l'œuvre a un intérêt pour elle, mais qu'après, qu'on reprenne ce qu'il a dit sans même le replacer dans le contexte et sans aller à la source, moi, quand même, j'ai essayé d'aller à chaque fois à la source des choses autant que c'était possible. Voilà, à la source des documents. Voilà. Et ça, il y a quelques périodes où on découvre quand même des choses. Par exemple, j'ai retrouvé la phrase qui, intuitivement, j'ai toujours su qu'elle était fausse, mais Madame Bovary, c'est moi, évidemment, il ne l'a jamais prononcée. Et on sait d'où elle vient. Et cette phrase, elle date, elle est apparue pour la première fois en 1902. Voilà, donc on retrouve le livre, enfin bon, bref. Donc vous vous amusez bien avec cette première personne. Dans la deuxième partie, donc, qui s'appelle « Il », qui aurait presque pu s'appeler Elle, parce que finalement, moi, le personnage que j'ai retenu de cette deuxième partie, c'est l'apparition d'Emma Bovary, qui rapplique et qui reproche à Flaubert de l'avoir maltraité. Lui répondant, mais enfin, comment je t'ai consacré 5 ans de ma vie, c'est grâce à mon travail que tu es devenu plus connu que moi, parce que finalement, il y a toute une réflexion aussi sur la postérité, sur ce qu'il reste d'un écrivain après sa mort, et quelquefois, c'est juste un personnage. Vous trouvez qu'il l'a vraiment maltraité, cette Madame Bovary ? Elle a des raisons de se plaindre. Contrairement à lui, je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais ce qui est de fait, c'est qu'il n'aimait pas Madame Bovary. Non, il était très méprisant par rapport à Bovary. Et là, par exemple, là, on peut voir l'anachronisme, entre guillemets, parce que quand on parle de misogynie, la notion, je ne sais pas si elle existait beaucoup, parce qu'elle n'avait pas du tout cours, même chez les femmes, mais il reproche, en fait, à Madame Bovary, dès le départ. D'abord, il déteste l'histoire. C'est un fait divers, une certaine Delamarre, si mes souvenirs sont bons. Bon, il y a beaucoup de polémiques, mais enfin, en gros, l'histoire ressemble beaucoup, on pense qu'il a pris ça. Il a pris ça par dépit, parce qu'il avait écrit La Tentation de Saint-Antoine, qui était bon, un récit tout à fait différent et grandiose. Donc, il a pris ce sujet pour justement se couper les ailes au niveau de son romantisme, de ses phrases échevelées, etc. Donc, il est revenu à un truc à une histoire terre à terre. Mais c'était une histoire qu'il n'aimait pas, qu'il trouvait vulgaire. Et en plus, Madame Bovary, il lui reproche, en réalité, c'est là où c'est assez intéressant de faire une analyse dans le temps, comme aurait dit Proust, parce que Madame Bovary, elle est coupable et la société est coupable parce qu'en fait, on l'a instruite. En fait, elle est allée chez les religieuses, on l'a instruite au-dessus de sa condition, en réalité. Et le fait qu'elle ait pu accéder à des romans, eh ben, ça la rend une femme adultère. En gros, je schématise un peu la chose. Voilà, c'est ça. Elle pensait au-dessus de sa condition. C'était pas quelqu'un c'était pas une héroïne qu'il aimait, contrairement à Salammbô, par exemple. Voilà, on va dire Flaubert est dans. Enfin, moi, le roman que je préfère de Flaubert, c'est Salammbô, parce que bon, chacun. Mais Madame Bovary, non, c'est pas un personnage qu'il aimait. Non. Mais à l'arrivée, est-ce que c'est un personnage aimable ? Parce qu'il ne l'aimait pas dans sa correspondance, mais dans son livre, on ne peut jamais savoir. C'est-à-dire qu'on le lit une fois, on a l'impression qu'il ne l'aime pas, on le relit, on a l'impression qu'en fait, il l'aime beaucoup. Et une fois, on la trouve ridicule, grotesque et stupide. La deuxième fois, on la trouve
très émouvante et très malheureuse. C'est ça qui est extraordinaire avec ce roman. Elle est tout ce que vous dites, oui. Elle est tout ce que vous dites, mais en même temps, c'est pas parce que lui, à titre personnel, pensait, et puis je l'aimais pas, il a quand même écrit un livre, il a passé 5 ans avec. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas une héroïne pour laquelle, en soi, il aurait de la sympathie, comme il aurait pu écrire sur une criminelle et pas avoir de. Mais dans sa correspondance, voilà, je dis à peu près ce qu'il pouvait en dire. Mais le livre est sublime, bien entendu. Et le livre, il détestait pas le livre qu'il avait écrit. Ça, c'est pas du tout le. On est d'accord. Mais je veux dire, c'est pas une héroïne qu'il défend. Voilà. Je dirais pas. C'est pas Madame Bovary n'est pas une défense de Madame Bovary. Voilà. N'oublions pas que le plus grand bourgeois du 19e siècle, c'était Gustave Flaubert. Lui qui a toujours vilipendé les bourgeois. Quand Madame Bovary a été attaquée, il a réagi en grand bourgeois en disant « ils ne se rendent pas compte qui je suis le fils, etc. etc. » Et il a été acquitté à cause de ça, en fait, parce qu'il y a eu des pressions. Alors que Baudelaire a été condamné par le même tribunal. Voilà. D'ailleurs, vous voyez un condamné, c'est moi. Alors voilà, vous faites allusion à ce procès de Flaubert. Quand on vous connaît un peu, il y a quelque chose à quoi on pense aussi, fatalement, en lisant un livre que vous consacrez à Flaubert. C'est à votre propre condamnation, puisque vous aussi, vous êtes passé en justice pour un livre que vous aviez écrit, que vous présentiez comme de la réalité augmentée, si je me souviens bien, qui est la balade de Rikers Island, qui évoquait l'affaire de Dominique Strauss-Kahn au Sofitel de New York. Et alors je me disais, tiens, il n'en parle pas. Et puis finalement, dans ce fameux chutier qui est écrit en toute petite lettre, il faut vraiment le lire avec une loupe. Et ben, quand on le lit avec une loupe, à un moment, on tombe sur un passage où Flaubert lui-même, donc c'est pas vous, c'est Flaubert qui parle, la première personne, et qui se met à évoquer le signataire de ce livre, c'est-à-dire plutôt vous, pour commenter une décision de justice qui concerne ce livre. Et on voit bien que... Alors, je ne vais pas vous demander de commenter cette décision de justice, puisque vous n'en avez pas le droit. Parfaitement. Non, mais j'aimerais que vous nous disiez quand même quelle douleur ça reste pour vous de savoir que votre livre, quand il est réédité, est amputé de pages que vous aviez écrites, quoi, et qui vous semblaient essentielles au sens de ce livre. Qu'est-ce que ça produit sur un auteur, ça ? Et ça reste vif chez vous. Enfin. Je vais me citer, je l'avais déjà dit, mais je l'avais dit il y a 2 ans, mais là, c'est encore plus éclatant. Quand je vois le jugement, et j'ai été condamné en appel aussi, j'ai honte. Mais la honte n'est pas pour moi. Et la honte grandit. Parce qu'aujourd'hui, je dis aujourd'hui, à part la justice française, personne ne croit à la culpabilité de Nafissatou Diallo. Parce que c'est coupable, c'est criminel de faire un faux témoignage pour envoyer quelqu'un en prison à vie. Personne ne croit plus à la culpabilité de Nafissatou Diallo. La honte n'est pas pour moi. Et ça, je tiens à le dire. La honte n'est pas pour moi, mais la honte existe peut-être. Et elle est écrite. Voilà. Et je suis effectivement condamné. Le livre est condamné. Et pour ses brillantes prestations, la partie adverse a reçu de l'argent. Ce qui, sur un plan moral, est relativement discutable. Bien. Après, il y aura peut-être des questions dans le public à un moment. Je voulais aussi vous asticoter un peu sur parce que bon, vous vénérez la correspondance de Flaubert. Vous avez bien raison, parce que finalement, c'est peut-être ça son vrai chef-d'œuvre, ou son plus grand chef-d'œuvre, disons. Oh non. Non, c'est dit peut-être. Oui, on va laisser le peut-être, oui. Et pour autant, vous y avez fait allusion, c'est vrai qu'il y a bien des tirades chez lui qui sont contre le progrès, par exemple, contre cette irrémédiable bêtise humaine qui est trop partagée, ou des tirades sur les femmes aussi. Et il y a pas mal de traits d'esprit chez lui qui pourraient vous mettre mal à l'aise, ou peut-être qui vous mettent mal à l'aise, parce que vous avez parlé tout à l'heure de cette distance qui nous sépare, de cette tentation de l'anachronisme qu'on peut avoir. Quel regard vous jetez sur lui de ce point de vue-là, d'un point de vue un peu idéologique, disons, pour aller vite, et
Et dans l'autre sens, qu'est-ce qu'il garde à nous dire, lui, avec ses vieilles idées un peu réactionnaires sur notre époque? Est-ce que ça vous stimule, ça vous aide à regarder le monde dans lequel on est aujourd'hui, là? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si Flaubert voyait tellement le monde. Quand il est allé en Orient, il était un peu à distance de tout. Quand il était... les voyages, on dit toujours que ça forme la jeunesse. Moi, j'ai jamais remarqué. Non, mais c'est vrai, j'ai jamais remarqué. Il y a des gens qui ont voyagé dans leur jeunesse ou pas. Et je sais pas. C'est peut-être... mais le voyage en Orient, lui a pas... On n'a pas l'impression qu'il y ait qu'il y ait quoi que ce soit qui ait changé chez lui avec ce voyage. Ses idées, elles étaient à la fois réactionnaires et assez grises, en fait, hein, sur la politique. Non, sur le plan de ses idées, ce qui est assez drôle par ailleurs, c'est qu'avec le temps qui est le mien aussi, la lecture de la vie de Flaubert, aujourd'hui en 75 ou en 80, c'est pas du tout la même. C'est-à-dire que lui, il est loin de nous, mais moi, je suis loin de moi aussi. Parce que je suis loin de l'époque, j'ai lu le premier tome, c'était en 73, je suis très loin de cette époque-là. Et donc ça, le fait de s'occuper de Flaubert, c'est de voir le temps, de voir cette épaisseur du temps, qui n'est pas simplement la sienne, qui est la sienne propre. Et ça, c'est là où on a une amnésie totale. C'est pas sur le fait que les gens d'autrefois aient des idées qui ne sont pas les nôtres. C'est nos idées à nous qui varient avec les époques, puisque les idées évoluent. Ça voudrait dire qu'il y a 50 ans, il y avait des gens qui étaient assez géniaux pour avoir des idées de 2021. Donc la vision de Flaubert n'est forcément pas la même que celle qu'on pouvait avoir aujourd'hui. La critique de Flaubert n'était pas du tout la même. Et en plus, si on se projette en plus dans le temps, Flaubert a été un auteur relativement oublié à une époque. C'est-à-dire que dans le pastiche que fait par exemple Proust, il dit que c'est pas l'auteur qu'il préfère. C'était un auteur, je crois que Gilles n'en avait pas dit du bien, etc. C'était un auteur qui passait pas pour l'égal de Balzac ou de Stendhal, et loin de là. C'est le nouveau roman qu'il a remis en avance. Et dès qu'on se penche sur le passé, on tombe sur ce genre de choses. Mais je crois qu'il y a un grand tabou sur le passé, il y a un grand tabou sur le temps. Il y a un grand tabou. La chose dont je viens de parler sur le travail des enfants, c'est quand même éblouissant, si vous voulez. C'est quand même éblouissant, cette histoire, parce que vous dites que tous ces gens-là voyaient des gosses de 5 ans travailler et porter des charges, et ils disaient rien. Ça, c'est pas des choses qui se passaient dans des chambres, dans des maisons closes, c'était des choses qui se passaient... voilà, et ça pose une question sur tous ces gens qui ont vécu. Alors, est-ce que tous ces gens qui ont vécu, on va les condamner? C'est une question qu'on peut poser. Je crois que là, sans avoir voulu tomber dans la thèse, je pense que cette lecture amène un peu à ça. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces esclavagistes? Qu'est-ce qu'on va faire avec Washington, qui avait des esclaves, qui les traitait durement, et qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une grande question à se poser, il y a une grande question littéraire, il y a une grande question, même ne serait-ce que de ce regard sur la vie de Flaubert. Est-ce que, déjà, il y a une relecture de sa vie, mais alors, c'est un livre imaginaire, mais en même temps, l'imaginaire dit souvent la vérité, et je pars de sources qui existent, quoi. Voilà, donc... est-ce qu'on peut oublier, n'éclairer que certaines sources et pas éclairer les autres? Voilà. Est-ce qu'on peut faire ça tout le temps? Est-ce qu'on est obligé de ne pas voir qu'il y avait une histoire d'amour avec Alfred Le Poitvin? Moi, je pense qu'on peut aujourd'hui, on aurait pu avant, mais ça aurait été comment dirais-je, ça aurait été très péjoratif. Ça aurait été presque criminel. Je pense que jusque dans les années 50, ça aurait été... certains auraient dit, vous en avez fait un scélérat. Voilà. Donc la lecture même de Flaubert, même de son œuvre, même de sa vie, évolue. C'est comme un organisme qui évoluerait. Voilà, un organisme immortel tant qu'on s'y intéresse et qui évoluerait. Donc je pense qu'il y a cette lecture de sa vie aussi, et qui n'est pas
vous savez, l'imaginaire, c'est ce qui réfléchit le plus. Parce que vous réfléchissez une fois, puis vous réfléchissez une deuxième, puisque après, vous inventez à partir de la réalité. Donc, c'est peut-être d'une certaine façon la suprême réflexion, c'est imaginer ce qui a existé quand on connaît plus ou moins ce qui a existé, soit qu'on l'ait vécu, soit qu'on ait fait suffisamment de recherches pour en avoir une idée d'après les traces. Voilà. Et je pense qu'on arrive peut-être à retrouver et à dire certaines choses. Et là où le Flaubert dont je parle est peut-être différent, c'est peut-être que ce Flaubert-là, il vient de certaines sources qui étaient laissées dans l'ombre. C'est un peu l'actualité, par exemple, quand vous avez l'actualité qu'on nous donne, c'est pas qu'il y a une censure, c'est qu'on n'éclaire que certaines choses. Vous avez des guerres tout le temps dont on ne parle pas. Mais on met la lumière sur certaines choses. Et je crois que la vie d'un écrivain comme la vie de Flaubert, c'est on éclaire certaines choses. Et peut-être que moi, j'ai éclairé certaines choses. Parce que, par exemple, Madame Bovary et moi, je suis catastrophé d'entendre ça à longueur d'année de gens extrêmement cultivés. Alors que c'est absurde. Enfin, moi, je ne savais pas d'où ça venait, mais je savais que ce n'était pas possible, étant donné que Flaubert, c'est tout le contraire de ça. Mais la source, elle n'est pas très, très difficile à trouver. Et les Flaubertiens la connaissent, hein, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Mais je pense que voilà, imaginer Flaubert avec des bases quand même qui sont quand même solides, ça permet de faire réapparaître une autre personne qu'il était aussi, parce que nous ne sommes pas qu'une seule personne, surtout quand on est Flaubert. Merci beaucoup, Régis. C'était un peu long, non ? Pour moi, non. Pour les gens qui brûlent d'impatience de poser des questions, parce qu'on m'a fait des grands signes dans le noir tout à l'heure, peut-être, je ne sais pas, ils vont vous le dire. Alors si vous avez des questions, le principe est de lever la main très haut, de crier si personne ne se déplace, mais normalement on vous apporte un micro. Alors, je suis très fan de vous, donc merci pour votre œuvre que j'aime infiniment. Simplement, tout à l'heure, j'ai un peu bondi quand vous parliez de Louise Collet, et notamment parce qu'en fait, il y a deux choses. D'abord, dans sa correspondance, que moi aussi j'ai lu très jeune et qui m'a horrifiée, parce que Gustave Flaubert, on sent qu'il est extrêmement, et pardon pour ce mot un peu enfantin, mais méchant avec elle. Louise Collet n'était pas seulement une séductrice, elle était également une muse, et on sent qu'elle-même était navrée, agacée, affligée d'avoir ce rôle-là, elle voulait plus. Et notamment, je ne sais pas si vous avez lu, alors j'ai noté, parce que j'ai toujours peur de me tromper dans les titres, c'est Un drame dans la rue de Rivoli et Une histoire de soldat. Elle a écrit ces deux courts romans, et dedans, il y a un personnage qui ressemble à Flaubert, et lui était extrêmement très, très agacé par le fait d'y être et d'être dépeint de cette manière-là. Et en fait, c'est plutôt bon, ce qu'elle écrit, contrairement à ces poèmes que l'on trouve sur Internet. Enfin bon, oui, tout ça est très, très subjectif. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était aussi une femme de lettres et que Flaubert a été vraiment abject avec elle. C'était la muse qui avait 10 ans de plus, il s'en est servi et il s'est moqué d'elle dans tout Paris, alors qu'elle était réellement amoureuse. N'êtes-vous pas d'accord avec cela ? Je suis d'accord à peu près avec tout, oui. Non, mais oui. Au niveau de son niveau littéraire, c'est une question bon, c'est pas Virginia Woolf ni George Sand, mais à part ça, non, mais c'est une question d'opinion. Et par exemple, c'est Memento, le passage auquel j'ai fait allusion est assez bouleversant. Il était extrêmement méchant avec elle dans sa correspondance parce qu'il voulait s'en débarrasser. C'est-à-dire qu'il voulait l'avoir comme maîtresse parce que c'était une femme très belle. Elle était très réputée. Oui. Si vous voulez, c'est comme si vous disiez que vous avez comme maîtresse une célèbre actrice, etc. C'était très flatteur pour lui d'être l'amant de Louise Collet. En même temps, elle lui donnait tous les renseignements sur la vie parisienne aussi. Ça l'intéressait beaucoup. J'ai qu'une petite chose sur Flaubert qui était dans le fait... pour s'en débarrasser méchant, si vous voulez, mais il n'a jamais dit autant qu'on sache, de mal de Louise Collet, même quand elle a écrit ces deux livres. Alors, dans ces deux livres, d'abord, moi je trouve qu'il y a une expression de la jalousie qui est très très belle pour l'époque et pour une femme du 19e, enfin bon. Mais par contre, si dans ces lettres, notamment quand on les lit toutes d'un coup, on sent dans la chronologie d'abord une descente en flèche dans la tendresse. Au début, c'est ton Gustave qui t'embrasse, ton G, je t'aime. Enfin, il y a des mots comme ça très très puissants
dans le champ lexical de la douceur, de la tendresse. La dernière lettre est absolument humiliante puisqu'il lui dit oui, j'ai appris que vous étiez venu à la maison, ce n'est plus la peine de venir, Gustave. Et c'est extrêmement humiliant, mais c'est humiliant et méchant dans les détails. Lorsqu'il passe de comment il lui raconte, comme il écrit, qu'est-ce que la littérature selon lui, et soudainement à ces phrases très vives, courtes. Enfin, je sais pas, mais en tant qu'amoureuse, on sent lorsque l'autre nous aime plus. Parce que, donc, à l'époque, c'était des lettres, mais aujourd'hui, dans les textos, c'est pareil. Il y a une différence. Non, mais c'est vrai, il y a une différence de vocabulaire et de temps pris pour écrire qui n'est plus le même. Et c'est en cela que je trouve Flaubert méchant avec elle. Et puis, il s'est moqué d'elle dans Tout Paris, lorsqu'elle écrivait. Je l'ai lu... je l'ai lu, où est-ce que j'ai lu ça ? Certainement dans la préface de ce bouquin dont je vous parle, avec les 2 courts romans. Je sais que pour les romans qu'elle a écrits sur lui, il a jamais tellement... Il n'était pas... Enfin, mis à part pour se sortir d'affaires, ce n'était pas un homme... spécialement méchant. Moi, je dirais quand même juste à ça, pour remettre les choses et pas faire de Louise Collet une pauvre idiote. Elle avait plein d'amants pendant qu'elle était avec Flaubert, donc c'était pas non plus. Elle souffrait, d'accord, mais elle souffrait pas toute seule. Elle n'était pas toute seule dans son lit, quoi, je veux dire. Mais alors ça, dans ce cas-là, c'est amusant. Elle a suivi les conseils d'Ovide qui dit que pour avoir moins mal en amour, il faut avoir plusieurs amoureux. Comme ça, on souffre moins lorsqu'un... Elle a bien suivi. Oui, elle a bien suivi. Ça, sur ce plan-là, elle a bien suivi, parce que même pendant qu'elle était avec Flaubert, elle a été avec Musset. Elle a fait un enfant quand même qui n'était pas de lui. Non, on peut pas... Si vous voulez, il était méchant, d'accord. Bon, elle n'était pas obligée déjà. Et puis, il y avait quand même du monde, parce qu'il y avait quand même Victor Cousin, dont elle était la maîtresse. Elle avait un mari, après, je crois qu'il est mort un peu après. Mais enfin, c'était pas la pauvre fille seule chez elle. Ah non, pas du tout. C'était une muse particulièrement. Voilà. Oui. Non, mais c'est pour dire qu'elle était à plaindre, certes, mais elle avait du monde pour la plaindre, quoi, autour d'elle. C'était ce qui est très bien. Moi, je trouve ça tout à fait positif, parce que ce serait un homme, on trouverait ça très bien. Non, je veux dire qu'elle était quand même assez adulée. Ils voulaient tous la voir. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, mis à part ça. Merci. Ça mais je mets juste au point que... Non, c'est pour que vous pleuriez pas trop sur elle, quand même. Non, mais moi, je voulais qu'on pleure un peu sur elle. Non, mais c'est marrant quand même. Oui, mais quand même, elle a un enfant avec, à l'époque où elle était avec Flaubert, qui n'est pas de Flaubert. Normal, Flaubert ne pouvait pas la voir. C'est vrai qu'il voilà. Il ne voulait jamais la voir, il inventait toujours des excuses. Mais d'ailleurs, ça l'embête pas trop, au contraire. Je crois qu'il est très content qu'elle ait un enfant et qu'il ne soit pas lui. Bon, bref. Merci beaucoup. Une autre question sur Louise Collet, ou Flaubert, ou Régis Geoffrey. Eh bien, il n'y a plus personne. Plus de questions. Ah, voilà. Moi, j'en ai plein, sinon. Pardon. Si vraiment personne n'a de questions. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Autobiographie. Est-ce que j'ai le droit d'en parler malgré le fait qu'il est ancien ou pas ? Oui. Oui. C'est la première fois que je vous rencontre, donc j'en profite. Vous l'avez nommé Autobiographie tout en sachant qu'il ne l'est pas. Heureusement. Pourquoi ça ? Pourquoi ce choix ? Moi, c'est le premier livre que j'ai lu de vous parce que justement, il s'appelle Autobiographie. J'étais un peu surprise. Je me posais ces questions-là sur qu'est-ce qu'une autobiographie. Et j'ai été épouvantée et en même temps extrêmement attirée, donc fascinée. Il y avait les deux en même temps. Pourquoi l'avoir appelé Autobiographie ? Je sais plus trop. Je sais que c'est une période où j'ai écrit ce livre. Dans un état assez dépressif, pas dépressif, mais si vous voulez, c'était une période où j'écrivais et où je pensais que non seulement ce livre serait pas publié, mais qu'aucun serait publié. Et qu'on mettrait, quand je mourrais, on mettrait mes affaires dans un carton, puis qui finirait par se perdre au fil des générations. Donc, c'est une période assez noire sur le plan de l'écriture. Donc, j'ai pas un souvenir très exact du livre, bien que j'en ai souvenir. Ça doit être un livre extrêmement noir parce que c'était une époque de ma vie intellectuelle assez noire, je dirais. Voilà. J'ai vraiment, je crois que j'ai acquis une liberté totale et absolue parce que toute ma vie, jusqu'à l'âge de plus de 45 ans, j'ai été complètement en dehors
en dehors non seulement du contact même avec le public, parce que j'avais publié quelques livres qui n'avaient pas... et après, tous les éditeurs m'ont refusé tous mes livres, entre autres Histoire d'amour, qui a été refusé par tous les éditeurs de Paris, enfin Clémence Picot, enfin tous mes livres ont été refusés par tous les éditeurs de Paris. Je parle de ceux qui ont été publiés après avec enthousiasme et lesquels les éditions de poche se sont même disputées la publication. Donc peut-être que j'ai eu en même temps une grande liberté parce que je m'en suis sorti. Alors grâce à Bernard Wallet qui avait fait les éditions verticales et qui a publié donc Histoire d'amour et les suivants. Mais ça doit être un livre extrêmement noir. Les souvenirs que j'en ai est extrêmement noir. Oui, effectivement. Mais en même temps, si vous voulez, là où il y a un peu ambiguïté, c'est que moi j'ai toujours eu l'impression d'écrire au deuxième degré. Mais ça a été un peu le drame de ma vie, même dans la vie, parce que je me suis fâché avec plein de gens, parce que je parlais non seulement au deuxième, mais au troisième, quatrième, cinquième degré, et évidemment les gens ne comprenaient pas. Donc, et je pense que sur la littérature, il y a un peu, quand on a dit oui, il est cynique, il est cruel, etc. Moi, il était bien entendu que c'était, je le disais, les choses au deuxième degré, au troisième degré. Ça vient aussi de ma culture et de mon époque où on était Charlie, mais au sens propre du terme, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on prenait tous les Charlie Hebdo de l'époque comme une chose normale, alors qu'aujourd'hui, on pourrait même pas les sortir en kiosque, quoi. Voilà. Donc, vous savez, il faut faire aussi bon, il y a la question du tempérament, puis il y a le temps dont je parle aussi, et puis il y a l'hypocrisie aussi, parce qu'il y a une hypocrisie. C'était déjà Huysmans qui disait que, en fait, tous ces gens qui écrivaient des livres si gentils, c'était des beaux salauds. C'est-à-dire qu'il y a toute une littérature qui veut se faire passer pour meilleure sur un plan moral qu'elle n'est. Mais là, je vais... vous voyez, là, je me prends en flagrant délit de paranoïa. Parce que je parle de ce que vous dites. Et puis j'arrive à la complète et totale paranoïa en me servant de ce pauvre Huysmans. Voilà. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions. Vous êtes sûr? Et s'il y en a une, pardon. Je fais la transition. C'est qui? C'est vous, madame. Merci. Bonjour et merci. En vous écoutant, une question m'est venue. Vous avez parlé plusieurs fois du temps, vous avez parlé d'un certain nombre de choses. Et je me disais, au fond, est-ce que vous auriez envie d'écrire au 2 ou 3e ou 4e degré? Je vous laisse juger, j'espère que je comprendrai. Soit, au lieu d'être Flaubert, vous seriez un jeune homme, c'est-à-dire quelqu'un que vous avez perdu de vue d'une certaine façon, ou alors vous seriez quelqu'un de 95 ans, c'est-à-dire quelqu'un que vous n'êtes pas encore. Est-ce que vous auriez envie d'écrire ça? Je l'ai déjà fait. Pardon, 1000 pardons. Non, mais la version âgée, en tout cas, je l'ai déjà fait parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Bravo et donc j'ai annoncé mon suicide à l'âge de 106 ans. Voilà. Donc, voilà, mais peut-être que La honte a changé de camp. Ah non, il n'y a pas de... Et quand elle est... Non, mais l'histoire reste intéressante parce qu'on était dans la fiction. Oui, cette façon de... Bah, vous savez, en même temps, je le fais tous les jours parce que j'écris des histoires de micro-fiction. Il y a à peu près tous les âges. Je suis un peu dans tous les âges. Maintenant, après, sur un plan vraiment... profond, il faut savoir qu'on n'y arrivera jamais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer d'avoir, comment dirais-je, le point de vue de la jeunesse sur une époque dont on n'est plus dont on fait plus partie de la jeunesse est impossible. Et ce qui est en même temps ennuyeux, c'est que les jeunes, au moment où ils vivent leur jeunesse, ne peuvent pas la communiquer. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être ils n'ont pas encore les outils intellectuels pour la communiquer, ou du moins on ne les entendrait pas, parce que les gens qui sont jeunes sont eux dans la jeunesse, donc ils ne pourraient pas l'entendre parce qu'ils ne comprendraient même pas qu'on le dise, et les gens plus âgés ne comprendraient pas. Vous voyez, là aussi on arrive aux limites, c'est un peu vite gâché, on arrive un peu aux limites du langage et donc de la réflexion. Parce que là, soudain, j'arrive pas du tout à exprimer ce que je voudrais dire. Mais ce que je voulais dire, c'est que s'inscrire éminemment dans la fiction, dans le genre de domaine que vous me dites, c'est la moindre des choses parce que ce sera quand même de la fiction. C'est-à-dire que j'arriverai jamais à toucher quel jeune homme je serai aujourd'hui. Je peux même pas
posait le jeune homme d'hier, parce qu'il y a une impossibilité totale. Et le vieillard que je serai ou pas, il y a une impossibilité totale aussi, parce que vous ne savez pas dans quel état vous serez. Par exemple, ce qui est assez frappant dans les morts en direct auxquelles on assiste en ce moment, il y a 2 morts en direct, c'est pas du tout pour critiquer, mais il y a Bernard Tapie et Kahn, qui est Axel Kahn, qui nous donne des nouvelles, et on s'aperçoit qu'on a quelque chose d'assez étrange, parce que est-ce que l'agonie d'Axel Kahn, il aurait pu la prévoir il y a 20 ans ? On ne sait pas, cette espèce de béatitude, etc. Et c'était cette agonie, de Bernard Tapie de façon aussi offensive. Est-ce qu'il pouvait lui-même la prévoir ? Parce que là, on s'aperçoit que Bernard Tapie, pour lequel j'ai aucune sympathie par ailleurs pour sa vie, etc., mais il est vraiment émouvant depuis quelques années, qui met en scène sa mort, quoi, d'une certaine façon. Est-ce qu'il serait resté Bernard Tapie jusqu'au bout ? Parce que là, il va mourir en tant que Bernard Tapie, qui a plus de voix et qui va au procès et là, moi, je ne sais pas si j'arrive à 95 ans, quelle agonie j'aurai, voilà. Mais je suis une famille de centenaires, je vivrai sûrement beaucoup plus que ça. Je vous le souhaite. Je prends des risques en disant ça. Les gens, ils aiment pas trop parce qu'ils ont peur que ça leur porte malheur. Bon, sur cette note au 17e degré, on va s'arrêter. Je vous remercie beaucoup et je crois qu'il est possible d'aller faire signer le dernier bain de Gustave Flaubert par Monsieur Geoffrey dans la pièce à côté, pendant la demi-heure qui vient ou l'heure qui vient. Merci à tous. Merci.